le travail du vigneron. Ça, c'est aussi une réalité, c'est-à-dire qu'il faut qu'on continue à pouvoir progresser là-dessus. Sur la distribution, c'est une appellation qui est distribuée pour 21% en hiver au supermarché, donc on avait une discussion hier sur le côté 80% à l'AGD, non, et pas en milliardant, en tout cas, ça c'est sûr. 34% à l'export, et puis 44% des autres circuits. Alors, sur les autres circuits, on y a travaillé après, parce qu'effectivement, c'est un peu un fourre-tout, mais voilà. En termes de marché export, le premier marché, en volume et en valeur, la Chine, États-Unis, Suisse, puis derrière Belgique, Royaume-Uni, Canada. Voilà, sur les plus de détails suivants. Sur les autres circuits, on voit par exemple que, et là c'est des chiffres qui sont issus d'enquêtes, donc un peu moins précis, mais qui donnent quand même une idée de ce fameux autre circuit. Donc on voit que là, on avait 7% en particulier, 14% sur les cavistes, CHR 6%. C'est pour vous donner un petit peu une ordre d'idée effectivement de cette appellation, essayer de parler un petit peu pour voir par rapport à la valeur ajoutée. Alors, est-ce que l'appellation d'origine contrôlée apporte de la valeur ajoutée chez nous? Je dirais que si ce n'était pas le cas, on raisonnait par l'absurde, vu que nos vignerons peuvent faire autre chose, il y a bien autant que peut-être on existerait plus. Donc, le fait que l'appellation se maintienne et puis globalement vient plutôt bien et une jolie dynamique ces dernières années, n'est pas étranger complètement à la notion d'appellation d'origine contrôlée. Alors, cette valeur ajoutée, quelque part, c'est dans le prix de la bouteille qu'on va la retrouver. Donc, le prix de la bouteille que peut fixer le vigneron et qui est prêt à payer aussi le consommateur. Ça va m'intéresser un peu aux deux parties. Ce qui est du vigneron, je ne vous ai pas mis celui-là par hasard, je l'ai mis parce que je discutais récemment avec lui et il a une approche assez sympathique de la notion de valeur ajoutée. Quand on lui en parle, la marge, la valeur ajoutée, de toute façon, c'est le prix de mature. C'est moi qui l'ai choisi. Et quelque part, du coup, il se sort un petit peu de cette notion d'essayer de calculer et son coût de revient précis et la marge qu'il pourrait faire par rapport à la stratégie. Donc, il dit comme ça, c'est moi qui la fixe. Et après, il va trouver les consommateurs qui sont prêts à acheter son histoire derrière tout ça. Mais la dernière chose qui est intéressante qu'il dit aussi, c'est que globalement, s'il n'y avait pas l'appellation d'origine contrôlée, le support pour pouvoir faire ça, pour lui, c'est l'appellation d'origine contrôlée. C'est vraiment une croyance forte, la foi chez nous là-dessus, dans la notion d'appellation d'origine contrôlée. Donc effectivement, pour le vigneron, quel est l'intérêt de ce système? Puisque si on parle de base, effectivement, il y a des charges, il y a des contraintes, je vais dire, on en a qui sont légères par rapport à leurs propres choix qu'ils peuvent faire, et puis on a des contraintes qui sont beaucoup plus fortes par rapport à ce qu'ils aimeraient pouvoir faire, et certaines libertés de produire que quelque part on va contraindre par l'appellation d'origine contrôlée. Mais c'est aussi un système, si on revient à la base, qui est bâti sur la notion d'usages locaux, loyaux et constants. Et c'est là-dessus qu'il y a l'élément le plus fort. En fait, c'est vraiment le côté de pouvoir dire qu'on a une production qui est locale. C'est-à-dire ce vigneron-là, qui le sort du marché, on va dire général, régional, voire international, on a 50% de ça, il ne vend pas de la Syrah, il vend du Minervois. C'est le fait de pouvoir dire qu'il vend du Minervois, dans toute une autre histoire derrière, qui effectivement fait qu'il va pouvoir bénéficier d'une valeur ajoutée additionnelle à un produit Syrah classique. Et c'est particulièrement important sur ce secteur, puisque vous avez vu, il y avait les rendements autorisés en appellation chez nous qui sont de 48 maximum. La réalité, c'est que 48, c'est quasiment jamais. Et le secteur roulier, lui, la moyenne de rendement, c'est 33 hectolitres par hectare. Donc, s'il n'a pas une valeur ajoutée additionnelle, effectivement, de toute façon, il n'existe plus. Il y a un autre élément intéressant pour les vignerons là-dedans, qu'on voit quand on est sur des nouvelles appellations, c'est le côté pérenne. Il y a quand même une notion dans l'appellation d'origine contrôlée qui est garantie par la loi, qui assure passer le principe de l'appellation dans du droit public, et qui fait que quand on a une appellation qui est reconnue, mais quelque part, on les enlève plus. Donc ça ajoute une valeur au patrimoine du vigneron. Donc quand c'est quelque chose que vous vivez depuis toujours, on
en rendez pas compte. Quand c'est quelque chose qui, à un moment, par votre travail, est reconnu, et c'est quelque chose que vous allez transmettre en plus à vos enfants. Donc là, clairement, je pense que c'est de la valeur ajoutée pour le vigneron. C'est un impact patrimonial. Après, c'est un peu ce que je vous disais aussi par rapport au marché de la Syrah internationale, générique, ce que vous voulez. Il y a quand même des effets de seuil en matière de segmentation de gamme. C'est beaucoup plus facile d'expliquer à un consommateur quand vous avez une gamme de vins entre nous, on n'a pas des effets de 1 à 1000, je suis entendu plutôt pour donner une idée, voilà, des effets de 1 à 30, mais ça fait déjà des différences de prix très très significatives et c'est plus facile de les expliquer quand vous dites qu'effectivement c'est justifié par des terroirs différents sur lesquels vous avez des pratiques qui les mettent en valeur de manière spécifique et qui vont aller sur quelque chose aussi que j'avais entendu hier sur l'intervention d'Alex Marchal, c'est le principe. Le vin, c'est pas indispensable, donc si c'est pas indispensable, il faut qu'on ait quelque chose en plus à vendre et si possible que ce soit inimitable. Donc c'est aussi ça qu'on vend dans l'appellation d'origine contrôlée, c'est de dire que voilà, ça peut être fait qu'à cet endroit-là. Vous allez ailleurs, vous aurez vraiment des très bons vins, des vins très intéressants, mais vous n'aurez pas celui-là. Donc effectivement, pouvoir avoir des appellations, ça permet de pouvoir avoir une carte supplémentaire dans l'explication et justification de cette segmentation de gamme. Qui explique que chez nous, non seulement, voilà, on est en appellation d'origine contrôlée depuis une trentaine d'années, mais on continue à y travailler dedans. Et il y a des associations de vignerons qui sont chez nous qui demandent une reconnaissance spécifique sur leur terroir propre à l'intérieur du Minervois. Donc il y a deux sites qui sont en cours de traitement auprès de l'Institut national d'appellation d'origine contrôlée pour obtenir ce que nous on appelle des dénominations géographiques complémentaires. Et ce qui à terme pourrait devenir des appellations comme Minervois la Divinière, autonomes, indépendantes, qui justifient de leur propre terroir auprès du consommateur et d'une propre spécificité de notre. Je veux dire que s'il y a aujourd'hui encore des gens qui travaillent sur de l'énergie en plus de leur travail de chef d'entreprise tous les jours, c'est que clairement ils pensent que l'appellation d'origine contrôlée, ça leur apporte quelque chose. Donc là, vous avez le secteur de Caselle, qui est un des secteurs qui a déposé un dossier. Il y a un autre élément où on a parlé un petit peu de l'impact patrimonial, mais il y a aussi qui voit beaucoup des impacts de préservation. Ce que vous avez là, c'est les cailloux qui sont sortis depuis des années, les plus gros des parcelles. Ça fait des murets de pierres sèches sur lesquelles il y a des plantes de garrigue qui se développent, il y a une faune spécifique qui se développe aussi, et où on peut avoir des tentations de certains vignerons bienveillants vis-à-vis de leur terroir, qui voudraient l'utiliser pour faire de la construction, justement. Donc là-dessus, pouvoir avoir une appellation spécifique sur ce terroir, ça donne une force de protection beaucoup plus importante pour effectivement conserver les spécificités patrimoniales de ces terroirs. Donc il y a une volonté d'utilisation de l'appellation d'origine contrôlée aussi pour préserver le territoire. Donc là, je vous ai montré les murets de pierres sèches, ceux-là. Il y a aussi des capitelles. Je vous ai remis un élément important aussi en photo, c'est photo de groupe, mais voilà, c'est pour vous dire qu'effectivement, il y a dans l'appellation d'origine contrôlée aussi des notions de travailler ensemble. Clairement, ils n'obtiendront pas de dénomination géographique complémentaire s'ils ne sont pas unis pour discuter auprès des professionnels de l'INAO aussi et justifier de leur spécificité ensemble. Il y a un autre secteur où on travaille, qui est le secteur de l'or, c'est en plein cœur du Minervois, et vous voyez que là, on a un autre type de vignoble, un vignoble avec des parcelles qui sont plus arrondies, qui est moins en altitude de zone de calcaire, de zone de grès, et qui est beaucoup plus enchâssée dans la garrigue. Mais ça nous permet en fait à chaque fois de mettre en valeur des spécificités dans la famille plus grande du Minervois. Donc ça c'est pour le vigneron. Pour le consommateur, après, en plus j'ai vu que ça faisait l'objet d'une intervention derrière. Effectivement, mais je me pose la même question que vous posiez aussi juste avant. Qu'est-ce qu'on promet, qu'est-ce qu'on vend à travers l'appellation d'origine contrôlée? Pourquoi le consommateur est prêt à mettre un peu plus de prix à la bouteille pour l'appellation d'origine contrôlée que pour quel autre vin? Sur la courbe des prix du vin que je voulais pas montrer, que celle du Minervois, j'aurais pu vous montrer la courbe des IGP, des vins sans IG. Clairement, elle est en dessous, quoi. Donc, pourquoi le consommateur veut-il payer plus cher? Une appellation, ce qu'on a tous en tête quand même, c'est que c'est une notion de terroir, que c'est un climat, un sol, des hommes.
effectivement, c'est des tas de choses là-dedans, c'est des idées, c'est des images, c'est du rêve. Et c'est ce que, là aussi, quand on a une démarche d'appellation d'origine contrôlée, on va essayer de vendre. On vend pas que du vin dans une bouteille, on vend quelque part, quand on ouvre une bouteille, le fait de voyager virtuellement et de venir chez nous. Et ça, on le travaille de plusieurs façons, hein, avec des destinations, effectivement, de tourisme qui peuvent être visitées. Donc, je vous ai mis quelques photos, voilà, pour vous dire, effectivement, en Minervois, c'est ce qu'on vend. On vend le côté sauvage, le côté ancien moulin, le côté Garrigue, le côté canal du Midi, la proximité de la cité de Carcassonne, et puis ces zones de côte magnifiques. Pour faire partager cet art de vivre, il y a aussi d'autres façons, et ce qui a été fait à la création d'un festival de alliance gastronomie et vin. Voilà, donc effectivement, auprès du consommateur, notre promesse, c'est quelque part qu'ils viennent vivre un moment avec nous, que ce soit créé en réalité, en se déplaçant lors de ce type d'événement, soit simplement au moins une bouteille d'appellation. Je voulais conclure sur ça, qu'effectivement, ce qui faisait la force de l'appellation, si on doit retenir une chose, c'est que c'est quelque chose qui permet de localiser une production. Le Minervois, on le sera toujours là-bas, c'est pas quelque chose qui est délocalisable, et dans le monde actuel, je pense que c'est un fort élément de valeur ajoutée. Je termine sur quelques photos parce que je peux pas m'en empêcher. Merci. Oui, bonjour à tous. Alors moi, je suis le petit poussé et le petit nouveau de la journée, qui vient de Corrèze. Moi, je suis paysan, avant d'être viticulteur. En 88, il y a la génération de mon père, 8 viticulteurs, 8 agriculteurs à l'époque, qui ont voulu sécuriser leur exploitation et créer une diversification supplémentaire. Et comme on avait un historique de vigne en Corrèze avant le Phylloxera qui était autour de 3000 hectares, cette tradition du vin existait et avait été maintenue par toutes les fermes avaient leurs hybrides pour faire le vin du dimanche, enfin le vin de la semaine, et un petit peu de raisin pour faire ce qu'on appelait le vin paillé. Et force de cette tradition viticole qui restait modérée, on a décidé de relancer un vignoble. Au départ, donc, ça s'est monté autour d'une cave coopérative à Branceil. Le projet, c'était faire 30 hectares, uniquement sur des rouges, Gamay, Merlot, Cabernet, puisqu'on a été accompagné à l'époque par le monde de la viticulture bordelais. Ce projet a remis une certaine dynamique, en sachant que on n'est pas devenu viticulteur, puisque tout le monde chez nous a entre 3 et 5 hectares de vignes, et à côté, des vaches, des noix, du tabac, sur de toutes petites fermes, en diversification et en signe de qualité. La grosse force de notre région, c'est qu'on est petit, mais par contre on est en grosse région touristique. On est juste à côté de Collonges-la-Rouge, de Rocamadour. Pour vous donner une idée, Collonges-la-Rouge, 700 000 visiteurs sur 4 mois. Rocamadour, c'est 1 200 000 sans les pèlerins. Donc, les gens ils viennent chez nous chercher une authenticité de terroir, une tradition, de bien manger. Et c'est ce qui fait un peu notre salut. C'est-à-dire que chez nous, si on n'a pas ça, on n'existe pas. On n'est pas compétitif sur aucun marché agricole avec une exploitation. Donc la cave de Branceil, 25 ans ou 28 ans après, elle est à un virage. Aujourd'hui, on est toujours 8 viticulteurs. Sur les 8, on est 3 en bio et 5 en conventionnel. On a 15 hectares en bio, 15 en conventionnel. On est sur des terrains argilo-calcaires. Comme on est en diversification, on était planté à l'origine à 3300 pieds. Pour une raison très simple, c'est qu'on n'a pas les moyens d'avoir la mécanisation adaptée à des vignobles à forte densité. C'est-à-dire qu'on est planté à 2,50 m de large pour que le tracteur de la vigne puisse servir aussi dans les vergers ou à l'élevage.
Aujourd'hui, la structure, on fait que de la bouteille. On a des problèmes de riches. On vend sans rien faire 150 000 bouteilles, alors qu'on en produit péniblement 150 000. Donc au bout d'un moment, ça va s'arrêter. On a un potentiel sans difficulté de 200 000 bouteilles. Donc aujourd'hui, l'enjeu pour nous, c'est de produire pour répondre au marché. La structure, donc, elle est coopérative par simplicité, hein, c'est-à-dire qu'on a un outil en commun qui est bien monté à l'époque, qui est bien dimensionné. On a 2 salariés et demi à la cave et nous, les distributeurs, on va donner la main à la cave pour faire la mise en bouteille, l'étiquetage, l'accueil public, etc. Ce qui nous permet aussi d'être en relation directe avec le consommateur, avec son besoin, et de mieux comprendre les évolutions qu'on a à faire dans les villes. Alors, je vous disais qu'on est un pays d'appellation. Si on prend l'historique, c'est la viande chez nous. Donc depuis toujours chez nous, la viande elle est valorisée en label rouge et avec le traditionnel produit sous la mer, qui sont des signes de qualité reconnus chez nous et qui sont le gage de la qualité d'exploitation. La noix bénéficie de l'AOC depuis maintenant une dizaine d'années, avec la noix du Périgord. Et donc, traditionnellement, on avait bâti le vignoble sur, à l'époque, 20 pays de la Corrèze, tout simplement. Et puis, en 2000, on a voulu relancer de manière officielle un produit qui s'appelait le vin paillé. Donc, en fait, sans prétention, mais on se rapproche un peu des techniques d'Stockholm. Vous, c'est un passereillage sur souche. Nous, on est un passereillage hors souche. Et en fait, ce produit, c'est une mention, hein, et les mentions appartiennent au monde des AOC. Et en fait, nos amis du Jura nous ont attaqués. Enfin, pas nous, l'État, qui nous avait autorisé de faire du vin paillé en 20 pays. Donc ils ont gagné, et on nous a retiré l'appellation, vin paillé. Et donc là, on se retrouve devant un dilemme, c'est qu'est-ce qu'on fait? On sauve le produit, on sauve le nom. Bon, on n'était pas nombreux, hein, on était 20. Puisque le vin paillé n'est pas exclusif à la cave de Montsé. On avait 25 hectares en nous. Et comme on était en Corrèze, ils ont juste oublié qu'on était coréens et jurassiens. On s'est remué un petit peu et on a lancé une démarche à AOC qu'on a obtenue en septembre dernier. Donc depuis le mois de septembre, nous sommes devenus AOC Corrèze. Et ironie du sort, ça fait le vin paillé disparaît, puisqu'on va chercher l'appellation nationale, qui est vin de paille. Donc on va s'appeler comme vin de paille de Corrèze. Mais du coup, toute l'appellation Corrèze bénéficie de cette AOC. Et ça va avoir son importance derrière sur ce que nous on en attend et pourquoi on l'a fait. C'est qu'en fait, cette définition de l'AOC, elle a été accordée à la Corrèze par son priorité, mais par contre avec beaucoup de restrictions. C'est-à-dire qu'on a 2 zones de production en Corrèze, puisque, bon, je vous parle beaucoup de moi, mais nous c'est 30 hectares et 8, mais en Corrèze il y a 80 hectares de vignes en tout, avec 2 zones. Et sur l'autre zone, ils ont reconnu le terroir, donc les schistes, et ils ont exclu toutes les autres zones. Et chez nous, ils ont reconnu plus les cépages et les types de vin. Chez nous, ils nous ont refusé le gamay et refusé le relevé. Ce qui fait que tous les viticulteurs corréziens sont condamnés demain, tous, à avoir coexistence entre l'AOC et l'IGP. Donc vous imaginez comment, quand on est des petits faiseurs, on doit réfléchir pour se positionner sur un marché comme ça. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a rencontré ça et que je suis là aujourd'hui. Donc je vous le disais, les traditions, nos atouts, nous c'est quoi? C'est des traditions culinaires, gastronomiques, un terroir reconnu, de la diversification, et du coup un partenariat très fort avec tout le territoire. Nous aujourd'hui on a deux gros partenaires quotidiens qui sont les offices du tourisme. Alors Brive Tourisme, c'est le secteur de l'autre vignoble autour de Brive-la-Gaillarde. Et puis Vallée de la Dordogne, qui porte bien son nom, en fait, c'est le plus gros office du tourisme de France,
qui regroupe en fait tout le nord du Lot et le sud de la Corrèze. Donc on est à 95 communes, je crois. Non, cantons. Avec comme leitmotiv, avec la Dordogne, qui aujourd'hui a une reconnaissance très importante. Et donc les gens qui viennent chez nous viennent chercher de la qualité et de l'authenticité. Donc je vous l'ai dit, nous, l'idée c'était de sécuriser et diversifier les termes. Donc on est parti sur une gamme assez restreinte, pour pas non plus se laisser emporter par les volumes, etc. Donc c'était très simple, hein. Au départ c'était un rouge, un rosé. En 2000, le Vin-Paillé est arrivé, avec l'arrivée des viticulteurs en bio, puisque chez nous c'est pas une volonté politique ou philosophique de faire de la bio. Nous on est une cave coopérative, un outil au service des viticulteurs, et la cave s'adaptera à ce que veulent les viticulteurs. Il se trouve qu'aujourd'hui on est 3, si demain on doit être tous, et on sera tous, et la cave sera l'outil. Moi je ne veux pas dire à mes viticulteurs, il y a un marché, il faut le faire, donc allez, s'ils n'ont pas envie, ils diront pas. Donc aujourd'hui on se retrouve avec une gamme de vins où on a 2 rosés, un sec, un moelleux en bio, un rouge dans cette gamme, un rouge bio sans sulfite, un rouge en fût de chêne, maintenant une cuvée spéciale, et le Vin-Paillé. Ce qui fait que vis-à-vis du consommateur, on ne vend pas du bio, du bidon bio, du sec ou du frais. On propose une gamme de vins. Les gens, ils trouvent le produit qu'ils aiment. Et puis, il se trouve que il peut être bio ou pas bio. Et puis, du coup, le consommateur qui veut du bio, il a du bio. Celui qui veut du non-bio, il a du non-bio. Voilà. Donc, en termes de stratégie, et vu les volumes qu'on a, pour nous, c'est assez simple de se positionner là-dessus. Donc, l'idée par rapport à tout ça, c'est de finir le process. Mais aujourd'hui, qu'on est encouragé par l'AOC, on vient de décider de planter un blanc pour faire un vin typique. Voilà. Comme le disait ma collègue Minerva, un vin blanc qui n'existe pas ailleurs. Ça va nous déranger. Donc qu'est-ce que nous apporte l'AOC aujourd'hui? Mais dans notre process, c'est surtout la reconnaissance d'un travail et d'un historique. Ça marque aussi la réflexion et le fait de ne pas se laisser emporter par un marché aujourd'hui qui nous tend les bras. Le problème, c'est que, je vous disais, on peut vendre 200 000 bouteilles sans rien faire. Déjà, pour qu'on s'emploie à les produire régulièrement, c'est le premier enjeu. Parce que comme vous l'avez un peu dit, nous on a tous des noix de la vigne des vaches, voire un peu de tabac, et du coup il y a concurrence entre les productions. Et du coup les mecs sont toujours en train de réfléchir, qu'est-ce que je fais? Je plante de la vigne et je verrai dans 6-8 ans qu'est-ce qui va se passer, ou alors j'ai de la noix mais aujourd'hui je suis équipé, il n'y a pas de main d'œuvre, j'ai 10 hectares, je peux en avoir 20 et c'est sécurisé, voilà. Donc il y a toujours ce dilemme. Et en fait, l'idée, c'est quand même de garder cette multiplicité d'ateliers pour sécuriser nos fermes, limiter les risques. Et voilà. Donc c'est ce qui nous anime et qui fait qu'aujourd'hui, le développement, on ne veut pas se prendre en main quelque part, aller chercher du marché, parce qu'on pourrait le faire, sans problème. Alors du coup, ce qu'on a fait pour répondre à ça, c'est qu'on a mis en place une politique d'accueil. On est en train de structurer. Et c'est là qu'on se rend compte de l'impact vraiment de l'appellation. Jusqu'à septembre, nous on vendait un produit régional. On ne vendait pas du vin. Et puis, les gens, ils trouvaient ça bon, ils trouvaient ça original, ils trouvaient ça typique. Donc du coup, ils nous mettaient en avant dans leur région. Et puis, jusqu'à il y a quelques temps, on disait que pour nous, l'export, c'était au-delà de Limoges. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a des cavistes qui nous appellent, il y a des restaurateurs qui nous appellent de toute la France. Et c'est encore plus renforcé depuis le mois de septembre, depuis qu'on est devenu AOC. Et nous, on n'avait pas du tout de porteur.
et le